tous les internautes. Merci de nous retrouver sur Direct Info Abidjan. Nous recevons ce matin M. Hérode Seri, président du mouvement civil à caractère politique dénommé le Cri du Peuple. Avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de ce qui constitue l'essentiel de l'actualité politique ivoirienne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Joël. Actualité oblige, nous allons commencer notre entretien par la décision du président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Quel commentaire faites-vous de cette décision? Ok, je voudrais d'entrée de jeu remercier votre média de me donner cette lucane d'expression afin de distiller notre point de vue en ce qui concerne l'actualité de notre pays. Mon commentaire il est tout simple. Moi je pense que la décision du chef de l'État de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2020 est une action salutaire. Est une action à encourager parce qu'au-delà de tout, c'est un acte politique assez courageux qu'il faut saluer. C'est vrai, nous sommes des forces d'opposition, mais quand c'est bon, il faut pouvoir l'admettre. Il faut avoir le courage de pouvoir l'admettre. Donc à ce niveau-là, c'est mon point de vue sur la question, d'autant plus que nous-mêmes, le 14 décembre, lors de notre rentrée citoyenne au Baron de Yopougon, nous avions vraiment exhorté la classe politique, notamment le président de la République lui-même, à œuvrer dans ce sens et aussi à appeler les leaders politiques aussi de sa génération à passer le flambeau en toute responsabilité à une nouvelle génération. Je pense bien que notre message est passé et a reçu un écho favorable auprès de nos autorités, notamment le président de la République qui est le garant moral et physique de notre nation. C'est une action à saluer aussi de notre part en tant qu'organisation citoyenne. D'accord. Quand vous dites, vous demandez au président de la République de passer la main à une autre génération, mais vous avez fait aussi allusion aux autres leaders. Est-ce que vous parlez du président Gbagbo et du président Réconan Bédié également? Oui, moi je pense que nous sommes partis du constat simple qui est que ces trois leaders constituent en tout cas véritablement des poids lourds de la vie politique ivoirienne. Et ils ont depuis en tout cas des décennies marqué la vie politique de notre pays. Et je pense que ces trois leaders ont exercé plus ou moins au plus haut sommet de l'État. Et donc, en toute responsabilité, je pense qu'il est temps que chacun à son niveau aussi puisse faire confiance. Et je crois que dans ces différents partis auxquels ils appartiennent, il y a quand même des valeurs sûres qu'eux-mêmes ont pris la peine de former. Voilà, qu'ils ont en tout cas inculqué un certain nombre de valeurs et qui, à mon sens, sont... Je pense bien, pour avoir exercé aussi certaines responsabilités à un certain niveau, sont prêts aussi pour assurer, je dirais, en tout cas, ce passage de témoin-là. Donc, c'est une action à encourager. Et je voudrais vraiment, c'est mon souhait le plus ardent, que ces autres leaders aussi emboîtent le pas au chef de l'État pour que véritablement on puisse faire confiance aussi à cette nouvelle génération aussi qui aspire véritablement à faire valoir aussi son potentiel. Donc, moi, c'est mon point de vue sur la question. Bon, après, les gens diront ce qu'ils peuvent dire, mais je pense véritablement que ça serait salutaire et ça va préserver l'équilibre national, ça va préserver la paix. Et à cela même, nous avons ajouté qu'il fallait vraiment instaurer le Conseil des sages qui, pour nous, peut être une solution. Le Conseil des sages qui va englober, ou du moins qui va inclure tous les anciens chefs d'État, tous les anciens présidents d'institutions, et cela va permettre, en tout cas, à tous ceux qui ont exercé à un certain niveau de fonctions de responsabilité, de contribuer à l'équilibre social, à la préservation de la paix dans notre pays. C'est notre message, c'est notre point de vue sur la question et c'est la solution que nous aussi on préconise pour que véritablement la cohésion sociale soit de mise. Ok, parlons toujours de la décision du président de la République de ne pas se représenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est un non-événement parce que la Constitution de toute façon l'obligeait à renoncer? Est-ce que c'est votre avis? Moi, je pense que ce n'est pas un non-événement. Pour nous, Cri du Peuple, c'est un événement qu'il faut considérer. Qu'il faut considérer dans la mesure où c'est quand même, je dirais, faire preuve de bonne foi. Et non seulement ça, c'est quand même assez courageux de la part du président de la République de le faire. Parce que dans certaines contrées du monde, notamment dans certains pays africains, en tout cas proches de nous, on a vu des chefs d'État en train de tripatouiller la Constitution pour pouvoir briguer un autre mandat. Ça se fait et c'est monnaie courante. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle pour qui que ce soit, tout le monde le sait. Et donc, si lui prend la résolution sur lui-même de se retirer et de ne pas être candidat à ces élections présidentielles, il faut pouvoir l'encourager. Il faut pouvoir l'encourager et c'est ce que nous faisons, nous, Cri du Peuple. Nous pensons que ce n'est pas un non-événement, c'est un événement à saluer.
Monsieur Hérode, pendant que le président Ouattara décide de se retirer de la vie politique ivoirienne, en même temps, il a introduit un projet de modification de la Constitution. Quel commentaire faites-vous sur ce projet qui est déjà sur la table des députés? Ok, merci beaucoup. À ce niveau-là, moi je pense très humblement que c'est les articles, c'est au niveau de certains articles qui constituent les amendements qu'il y a problème. Et c'est en cela que moi je veux attirer l'attention du chef de l'État. Il ne faudrait pas faire de la modification de la Constitution, ou du moins de la Constitution de notre pays, un testament pour sa progéniture politique. Parce que ça serait être une action, je dirais, unilatérale. Or, la Constitution est impersonnelle. La Constitution doit pouvoir englober l'intérêt du peuple. Or, on constate qu'à l'intérieur des dispositions juridiques de cette Constitution, il y a des articles qui portent à confusion et qui risquent de plomber même nos institutions. Notamment, je dirais comme ça, au passage, l'article 55 de la Constitution qui est relative aux prérogatives du vice-président. Bon, c'est des dispositions, selon moi, qui, si on y prête garde, peuvent constituer du plomb dans l'aile au niveau de nos institutions. Et donc, moi, à ce niveau-là, je crois que vraiment, ce n'est pas, selon moi, judiciable. Et il y a même encore d'autres articles qui font de cette modification de la Constitution, pour moi, quelque chose d'assez inopportun. Voilà, inopportun. Et je pense que les Ivoiriens ont... Il y a trop de problèmes sérieux sur lesquels on pouvait se pencher, au lieu de venir introduire une modification de la Constitution qui, pour moi, n'a pas raison d'être pour l'instant. Voilà, qui n'a pas raison d'être. Aujourd'hui, vous voyez, depuis longtemps, on le décrit, il y a des privations des libertés individuelles et collectives dans notre pays. Les prisonniers, jusqu'à présent, demeurent encore dans les geôles, la Maca. Et il y a aussi, comment on appelle ça, des prisonniers aussi, non des moindres, qui sont en dehors de notre pays. Notamment le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé. Quoi qu'on dise, ce sont des fils de la Côte d'Ivoire. Et donc, si nous voulons bâtir une nation forte, une nation où nous voulons vraiment nous souder les liens pour participer à la dynamique de construction de notre État, il faut tenir compte de tous les fils et filles de ce pays. Et donc, ça, c'est un problème. Et un autre problème encore qui prévaut, c'est qu'aujourd'hui, les populations vivent difficilement. Le niveau de vie est à son plus haut sommet. Tout est cher. Vous voyez le bidon de 20 litres d'huile. Je le disais à mon meeting de Bordeaux. Le bidon de 20 litres d'huile qui hier était pratiquement à 14 500, aujourd'hui est à 20 000 francs. Donc vous voyez le coût de la vie, il ne fait que grimper. Les populations mangent difficilement. Combien de familles aujourd'hui peuvent se donner le luxe de pouvoir se nourrir, ne serait-ce que sur la base de 2 repas par jour? Donc les besoins fondamentaux des populations aujourd'hui sont mis en hypothèse, sont mis en parenthèse. Et aujourd'hui, ça, c'est des problèmes qui demeurent cruciaux, sur lesquels l'État doit vraiment faire, comment on appelle ça, doit vraiment, voilà, des efforts assez vraiment cruciaux pour que véritablement on puisse trouver des solutions. Mais ce n'est pas le cas. Et non seulement ça, sur le plan sanitaire, vous voyez aujourd'hui avec la crise sanitaire qui est aujourd'hui d'envergure mondiale, voilà, le coronavirus qui est rentré dans notre pays. Ça, c'est des questions sur lesquelles l'État doit véritablement faire campagne, prendre des dispositions assez sérieuses, parce qu'il y va de la vie des concitoyens, de nos frères et sœurs, sur lesquels l'État doit vraiment se pencher véritablement, et en assurant la sécurité au niveau des frontières, pour éviter que cette crise ne puisse décimer nos populations. Déjà qu'on avait des problèmes avant avec des problèmes d'infrastructure, on avait un manque criard d'équipements au niveau de nos centres de santé, et aujourd'hui encore on assiste à une crise sanitaire dans notre pays. Donc pour moi, ça c'est des problèmes qui sont assez sérieux. Et par-dessus tout, étant donné que nous sommes dans une année électorale, c'est comment faire en sorte que nous assistions à des élections apaisées, des élections transparentes mais apaisées, qui permettront aux populations de comprendre que les élections, ce n'est qu'un jeu, et que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. C'est un peu notre vision des choses, et sincèrement, c'est ce sur quoi vraiment nous on voudrait exhorter nos dirigeants à se pencher, pour ne pas qu'on assiste encore à une crise électorale bis. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. Monsieur Hérode Séry, votre mouvement est proche de l'opposition. Mais n'empêche que vous avez souvent des positions que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Je vais vous citer des exemples. Lors de votre meeting au Baron de Bougon,
C'est la rentrée citoyenne. La rentrée politique, hein, voilà. Avec la coalition patriotique pour l'émergence d'Aliko Johnson, vous avez appelé l'opposition à sortir des positions radicales. Il y a quelques jours à Bordeaux, précisément le samedi 26 janvier, vous avez également demandé aux populations d'envoyer les centres d'enrôlement pour établir les pièces d'identité, alors que l'opposition réclamait à cette date-là que le gouvernement offre gratuitement ces pièces. Si vous êtes proche de l'opposition, pourquoi souvent vos positions ne concordent pas avec la position de l'opposition? Ok, merci beaucoup. Je voudrais vraiment vous rassurer à ce niveau-là. Nous ne sommes pas partisans de la haine. Nous sommes un mouvement civil à caractère politique qui fait la promotion de la paix. Pour nous, on ne peut vraiment exercer de contradiction que dans un climat de paix. Donc, on ne saurait être un mouvement de belligérance. Ça, je voudrais vraiment vous mettre à l'aise à ce niveau-là. Pour dire que quand nous faisions notre rentrée citoyenne et que nous avons fait appel à ce que l'opposition soit une opposition non pas assez radicale, nous l'avions souhaité parce que pour nous, faire des propositions, il fallait créer un cadre d'opposition où on fait des propositions. Voilà, où on fait des propositions et qu'on mette de côté la haine, et qu'on mette de côté la belligérance, qu'on mette de côté la violence. Pour nous, il s'agissait de faire la promotion de nouvelles valeurs, c'est-à-dire faire la politique autrement. Voilà un peu la quintessence du message qu'on a voulu passer à travers, comment on appelle ça, cette rentrée citoyenne que nous avions organisée au Baron de Yopougon. Loin de nous le fait, ou du moins des idées d'être opposés à l'opposition, parce que généralement les gens nous font savoir cela, nous font des remarques à ce niveau. Nous ne faisons pas de l'opposition pour nous opposer à l'opposition. C'est vrai, les valeurs que nous défendons sont proches de l'opposition, mais on voudrait que l'opposition, notamment les partis politiques de l'opposition, comprennent que dans ce rapport de force avec nos gouvernants, il faut tenir compte des mouvements de lutte sociale que nous sommes. Et ces mouvements de lutte sociale-là, c'est nous qui sommes au contact des populations et nous disons à ces partis politiques que les populations aujourd'hui sont fatiguées des belligérances. Il faut créer un cadre sain d'opposition. Quand je parle de cadre sain d'opposition, c'est un cadre où nous allons faire des propositions claires et nettes qui puissent participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais il faut que cela se fasse dans un cadre assez normal, dans un cadre où le dialogue prime. C'est tout le message que vraiment nous avons voulu passer à ce niveau-là, en appelant l'opposition à faire preuve souvent de modération, voilà, avec des propositions assez alléchantes et qui, en tout cas, sortent du cadre de la violence. C'est ce qu'on a voulu dire à ce niveau. Maintenant, concernant la CENI, bon, on nous a fait longtemps ce reproche, mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous au même niveau d'information et on est tous d'accord sur la même chose parce que le secrétaire général Assou Adou l'a signifié récemment en appelant tous les militants à aller envahir les centres d'enrôlement. Mais vous voyez que si aujourd'hui ils le disent, ça veut dire qu'ils rejoignent le cri du peuple dans sa vision que nous prenions hier, qui n'était pas malheureusement compris tôt. Mais aujourd'hui, c'est compris, je m'en réjouis. Ça veut dire que les actions, ou du moins les réflexions que nous menons en amont, quelles que soient les difficultés ou bien quel que soit le fait que ça ne soit pas bien compris, en aval, en tout cas, commence à avoir un écho favorable auprès des populations. Nous l'avions fait et nous l'avions dit parce que nous sommes partis du postulat selon lequel la décision était déjà actée. Parce que hier, on avait demandé la gratuité, mais à un moment donné, on a constaté que la décision était actée. Par 2 fois, la résolution est passée à l'Assemblée nationale et elle a été actée. Dès lors qu'elle a été actée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas pleurnicher. On ne va pas nous coucher sur nos lauriers pour pleurer. Il faut aller prendre des dispositions et élaborer des mécanismes pour permettre aux populations les plus démunies qui ne peuvent pas se procurer le carte d'identité à cause de son coût. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la réalité elle est réelle. Elle est telle que, que la population vit dans un état de paupérisation qui ne dit pas son nom. Ça, c'est pas quelque personne ne peut dire le contraire. Donc, si nous constatons cela, il faut pouvoir prendre des dispositions à notre niveau pour donner la possibilité à ces populations les plus démunies là, de pouvoir se procurer la carte d'identité. Et c'est ce message que nous avons passé à Bordeaux. Et je crois que les cadres du PDCI proches et les cadres du PDCI et les cadres du FPI proches de l'aile radicale du FPI ont adopté cette position, ont compris que c'était une véritable position et qu'elle était salutaire. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Tous les partis politiques de l'opposition aujourd'hui prennent des dispositions pour payer les cartes d'identité de leurs militants. Mais pourquoi hier, quand on le disait, on s'opposait à nous? Et aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que c'est ce qui est véritablement. Ou bien peut-être parce que ça vient de nous. Comme nous ne sommes pas de constitution, nous ne sommes pas, un poids lourd la vie politique ivoirienne. Peut-être que c'est parce que c'est pour cela qu'on nous traite de tous les noms.
Mais moi, je ne regarde pas cela. Moi, pour moi, si ces propositions que nous faisons peuvent avoir un écho favorable et recevoir l'assentiment des populations, pour moi, c'est de bon augure. Je ne rentrerai pas dans certaines considérations de certains leaders politiques ou même de certains leaders de la société civile ivoirienne. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui évoquent la question de l'insuffisance des centres d'enrôlement? Oui, cette question, elle est réelle. Je profite de votre lucane aussi pour attirer l'attention de nos décideurs. Parce qu'une chose est d'encourager les populations à se faire enrôler. Mais une autre chose aussi est de créer les dispositions ou du moins les cadres pour pouvoir permettre à ces populations-là d'aller se faire enrôler en toute aisance. 118 centres d'enrôlement, c'est peu. Hier, je crois, en 2010, malgré le fait que nous soyons à, c'est quoi, je crois, 111 000 centres d'enrôlement, ça s'avérait insuffisant. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, à 118 centres d'enrôlement, si tout est dans un territoire, qu'on va régler le problème. Maintenant, si ça obéit à une stratégie personnelle de certains partis politiques pour pouvoir se créer une certaine dynamique ou bien avoir un électorat assez dynamique, nous condamnons cela. Nous condamnons cela, nous pensons que c'est des pratiques qu'il faut rejeter du revers de la main parce que ce n'est pas des pratiques à encourager. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est que nos autorités prennent des dispositions pour augmenter ces centres d'enrôlement. Et s'il faut, la dernière fois, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a signifié qu'il allait avoir à un moment donné des unités mobiles qui allaient effectuer les enrôlements dans les supermarchés, dans les coins publics pour permettre aux Ivoiriens d'être plus proches de ce processus. Nous encourageons cela, mais nous voulons que cela se fasse incessamment parce que le temps joue. Les élections, c'est pour bientôt, c'est en octobre. On ne va pas attendre à 2 mois des élections pour accélérer les choses. Pendant ce temps, certains militants ou bien certains partis politiques sont déjà en train d'œuvrer en payant des cartes d'identité pour les militants pendant que d'autres n'ont pas les moyens de le faire et rapidement. Donc nous pensons que vraiment si l'État veut le faire, il faut que ça se fasse incessamment et ça sera en tout cas très bénéfique pour les populations ivoiriennes. Revenons à votre organisation. Comment va le cri du peuple? Le cri du peuple se porte très bien. Voilà, le cri du peuple se porte très bien. Nous sommes présentement en train de réfléchir. Nous avons fini bientôt nos réflexions. Bientôt, vous verrez le cri du peuple sur le terrain, en train d'envahir le terrain, sur toute l'étendue du territoire, dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, où nous sommes véritablement actifs, en collaboration avec certains de nos partenaires extérieurs comme au niveau intérieur, pour pouvoir en tout cas faire don des cartes d'identité aux populations. Bon, on nous a imposé cela, donc il faut prendre des dispositions pour que des âmes généreuses qui veulent en tout cas participer à ce processus, qui veulent en tout cas prendre sur eux la résolution d'aider les concitoyens les plus démunis à avoir les cartes d'identité de le faire. Donc nous sommes présentement, nous avons fini, je crois, les réflexions et très bientôt vous verrez le cri du peuple sur le terrain pour pouvoir en tout cas donner la possibilité à toutes les populations, même les plus reculées dans les différents hameaux, dans les villes de la Côte d'Ivoire, de pouvoir ne serait-ce que vraiment avoir les cartes d'identité. Et donc c'est en tout cas les actions futures du cri du peuple et je crois que c'est à cela que je vous invite véritablement, vraiment par le biais de votre média, de pouvoir relayer cela. C'est une action d'envergure, aller dans toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Je suis tenté de vous demander, mais qui finance vos activités? Nous sommes une structure comme toute autre. Voilà, notre organisation vit à la base des cotisations de ses membres, vit à la base des dons et des legs. Et sur cette base-là, je vous ai dit tout à l'heure, le cri du peuple n'a pas la prétention de dire qu'en tant qu'organisation, elle a tous les moyens, ou bien elle a les moyens de pouvoir entreprendre certaines actions. Mais j'ai dit pour cette opération, nous sommes en collaboration, en partenariat avec certaines organisations ou des mains généreuses, tapis dans l'homme souffré que je ne cite pas de nom, qui sont en tout cas disposées à nous aider dans ce processus-là. Et donc c'est sur la base de cette collaboration, de ce partenariat, que nous allons donner en tout cas du sourire aux lèvres de nos populations. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci. Comme mot de fin, je voudrais vraiment vous saluer, vous remercier de m'avoir prêté votre lucane d'expression pour pouvoir véritablement, en tout cas, faire passer notre message. Mais je voudrais, mon message, il est simple. À la fin de cet entretien, c'est de passer un message fort à nos populations. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs de la société civile et nous avons pour devoir d'appeler nos populations à plus de retenue. Et surtout,
nos leaders politiques aussi à plus de retenue. Aujourd'hui, les joutes verbales auxquelles on assiste ne présagent pas d'un bon horizon pour notre Côte d'Ivoire. Et donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'anticiper. Et c'est en cela que je voudrais vraiment attirer l'attention de ces hommes politiques-là à faire profil bas dans le discours politique. À faire profil bas dans le discours politique pour qu'au-delà de tout, ce qui soit préservé, c'est l'intérêt de la nation. Et c'est pour l'intérêt de la nation que nous nous battons. Et en cette année 2020, c'est une année électorale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et œuvrons en sorte que ces élections se passent dans un cadre transparent et apaisé, de sorte à ce que celui qui gagne soit le vainqueur et celui qui perd soit le perdant. Mais que le perdant accepte de remercier et de féliciter le gagnant, et que le gagnant aussi, en tout cas, prenne des dispositions pour œuvrer au bonheur des populations, et de sorte à ce que vraiment nous soyons dans un cadre assez apaisé. Et à mes collaborateurs, ou du moins à mes collègues de la vie sociale aussi, de la vie citoyenne, certains leaders des mouvements citoyens, à appeler à une grande force. Il faut que nous puissions mettre nos égos de côté. Mettons nos égos de côté pour constituer une véritable plateforme. Une véritable plateforme des mouvements de lutte sociale qui pourra créer véritablement le contrepoids entre nous et les forces politiques. De sorte à ce que les décisions des populations puissent avoir un écho véritablement favorable auprès des dirigeants. Parce que c'est nous qui sommes en contact à la base. Quoi qu'on dise, c'est nous qui sommes en contact à la base. Donc vraiment, voilà le message que j'ai voulu passer. C'était vraiment mon mot de fin. Je voudrais vraiment que les populations comprennent ce message-là et qu'ensemble, nous puissions œuvrer à une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire où nous ne parlons plus des fils du Nord, des fils du Sud, des fils de l'Ouest, ni des fils du Centre, mais que nous parlons de Côte d'Ivoire tout court et des populations ivoiriennes tout court. Voilà la fin de mon message. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vraiment bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse en tout cas toutes les actions du cri du peuple. Merci Hérode. Amis internautes, c'est ici que s'arrête notre entretien. Je rappelle que nous recevions M. Hérode Seri, président du mouvement civil à caractère politique, le cri du peuple. Merci de nous rester fidèles et à bientôt sur Direct Info Abidjan pour un autre numéro de l'invité de la semaine.